Réfléchissez et devenez riche. Si tu penses que le titre du livre est sûrement un peu exagéré et qu'il ne reflète pas vraiment le contenu de ce dernier, alors laisse-moi te dire que tu te trompes. Il a été écrit en 1937, mais les principes qu'il contient concernant l'argent sont toujours valables aujourd'hui. Écrivain de profession, Napoleon Hill sait de quoi il parle puisqu'il a passé plus de 20 ans de sa vie à étudier les raisons de la réussite de personnes comme Andrew Carnegie, Rockefeller ou encore Thomas Edison. Salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Véritable philosophe du succès, Napoleon Hill donne dans ce livre et dans les autres qu'il a écrits des clés importantes qui pourront te mener vers la réussite. Mais encore faut-il les mettre en application. Ce livre a des millions de lecteurs, mais à l'évidence, tous ne sont pas devenus riches. Je te conseille donc de rester concentré pendant toute cette vidéo pour bien tous les assimiler. Je te recommande aussi de bien rester jusqu'à la fin parce que ça en vaut vraiment le détour. Et comme à l'ordinaire, tu es également libre de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Ça aide au référencement de cette chaîne et ça m'encourage à produire toujours plus de contenu. Première étape vers la richesse, le désir de devenir riche. Ça peut paraître bête à dire, mais il n'y a pas de richesse sans désir de l'obtenir. Car en matière de réussite, la volonté joue un rôle capital. C'est pour ça qu'on est toujours galvanisé au moment de faire un nouveau projet. C'est parce que notre désir de le mener à bout est suffisamment fort. Parce qu'on se visualise tel qu'on sera une fois cet objectif réalisé. L'auteur donne l'exemple de la vie d'Edwin Barnes. Nous sommes au tout début du XXe siècle et cet homme n'a pas de compétences particulières ni d'inventions révolutionnaires à offrir au monde. Lorsqu'il arrive en train à East Orange, il est complètement fauché et pauvrement vêtu. Pourtant, il a embarqué avec lui un désir fort, devenir l'associé de Thomas Edison. Il ne s'est pas laissé d'autre choix. Il fallait qu'il le fasse. Si au début c'est surtout pour Edison qu'il a travaillé, Barnes a démontré un désir ardent grâce auquel il a acquis de nombreuses compétences techniques. À force de ne rien lâcher, il a fini par obtenir ce qu'il voulait plus que tout, travailler d'égal à égal avec Edison. Concernant le désir d'argent, l'auteur suggère de matérialiser ce désir en rédigeant une phrase toute simple. Et je te suggère de prendre 2 minutes pour écrire la tienne parce que c'est vraiment important de consigner ses objectifs par écrit. Tu as ton stylo en main, alors fixe le montant précis que tu veux obtenir. Détermine ce que tu es prêt à donner pour ça. Fixe la date, l'échéance à laquelle tu veux cette somme. Et enfin, établis le plan qui te mènera à la richesse et mets-le en application immédiatement. Tout ça te donnera une phrase qu'il te suffira de coucher sur papier. Par exemple, ça pourrait donner une phrase du type: je voudrais avoir 1 million d'euros de patrimoine net d'ici à 5 ans. Pour faire grossir mon capital, je m'engage à faire attention à mes dépenses, à investir dans l'immobilier et à me former à la bourse. Maintenant qu'elle est écrite, il recommande de la lire 2 fois par jour pour stimuler ton désir et te rappeler au quotidien les efforts que tu t'étais engagé à fournir. Si l'exercice te paraît bizarre, n'oublie pas que c'est leur désir qui a fait des personnes riches ce qu'elles sont ou ont été. C'est leur désir qui a fait qu'elles sont restées passionnées jusqu'au bout et qu'elles ont abattu de nombreuses heures de travail sans même voir le temps passer. Par exemple, Thomas Edison a connu plus de 10 000 échecs avant de pouvoir commercialiser une ampoule électrique digne de ce nom. Peu importe ce que les autres ont pu dire, il n'a pas lâché le morceau et a rendu l'impossible possible grâce à sa volonté à toute épreuve. Deuxième étape vers la richesse, la foi. Ici, la foi n'est pas à prendre au sens de foi religieuse. Sauf si tu es ministre du culte et que tu organises une quête, ce type de foi ne te rapportera pas d'argent. Il s'agit plutôt de l'importance de croire en nous-mêmes et dans ce contexte, il est capital de contrôler les messages qu'on envoie à notre cerveau. Car si tu veux devenir riche, il faut avant tout que tu y crois à fond. Napoleon Hill lui-même disait « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Et c'est là que réside tout le pouvoir de la visualisation dont on a déjà pu parler dans la vidéo sur le Miracle Morning. En visualisant la personne que tu veux être plus tard, ta situation, ton lieu de vie, tes occupations ou tes fréquentations, ton subconscient fera en sorte qu'advienne ce en quoi tu crois. En fait, c'est le principe même de la loi d'attraction. Plus tu te concentres sur quelque chose dans ton esprit, plus tu as de chances qu'il se matérialise dans la vie réelle. Puisque nous sommes ce que nous pensons, alors essaye de te faciliter la tâche. En te visualisant en personne riche, en t'entraînant à penser comme tel, en croyant en ton projet et en agissant avec confiance, il n'y a aucune raison que cela ne marche pas.
D'une certaine façon, pour ton cerveau, tu seras déjà une personne riche. Il aura donc largement accepté l'idée que c'est possible de le devenir et tu n'auras plus qu'à mettre des actions en place pour le devenir effectivement. Ça n'est qu'en ayant une foi inébranlable en tes projets que tu seras à même d'agir en leader. À partir de là, tu seras inarrêtable. Les difficultés et les petites erreurs ne te décourageront plus et tu garderas foi en tes rêves. Après tout, qu'aurait été le monde si Barnes ou Edison avaient baissé les bras ? La foi est essentielle car si tu te lances dans quelque chose sans comprendre vraiment où tu vas ou sans croire en tes capacités de réussite, alors tu y laisseras des plumes à coup sûr. Troisième étape vers la richesse, l'autosuggestion. Selon l'auteur, l'autosuggestion, c'est toute suggestion que l'on s'adresse à soi-même et qui, par l'intermédiaire de nos 5 sens, atteint notre cerveau. En gros, on fait collaborer notre conscient et notre inconscient pour se suggérer des sensations indispensables pour développer l'état d'esprit d'une personne riche. Il s'agit en effet de t'abreuver d'énergie positive pour te donner un coup de fouet tout en canalisant tes pensées limitantes, par exemple en utilisant des affirmations. Tu peux même utiliser la visualisation pour imaginer comment tu te sentiras lorsque tu auras réalisé l'objet de ton désir. Le langage corporel que tu adoptes a aussi son importance. Pour penser comme un gagnant, il faut adopter le langage corporel d'un gagnant. En effet, tu te sentiras bien plus confiant et déterminé si tu te tiens droit et que tu regardes les gens dans les yeux, plutôt que si tu agis avec timidité. N'oublie pas que si ton état d'esprit va influencer tes actions, l'inverse est aussi vrai. La façon dont tu te comportes influe sur ton mindset. Pour se mettre dans une atmosphère positive, l'auteur propose de lire 2 fois par jour la phrase que tu as écrite. Par exemple, une fois le matin au réveil et une fois le soir au coucher. Et à imaginer que tu es déjà en possession de la somme convoitée. En partant de là, imagine ce que tu en feras, ce que tu pourras posséder grâce à elle, le patrimoine que tu auras et la personne que tu seras. Après tout, il n'y a pas de meilleure autosuggestion que le fait de te regarder faire fortune et réussir. L'autosuggestion est importante à maîtriser parce qu'elle peut fonctionner dans les 2 sens. Elle peut alimenter ton subconscient tant avec des pensées positives qu'avec des pensées destructrices. Elle joue dès lors un rôle important dans la concrétisation ou non de tes désirs et dans leur transformation en équivalent physique. Évite donc toute énergie négative comme la colère, la rancune, le sentiment d'impuissance et concentre-toi plutôt sur des sentiments comme l'enthousiasme ou l'espoir. Tu verras que rien qu'en faisant ça, tu seras poussé vers la réussite. 4e étape vers la richesse, la spécialisation. Pour beaucoup, il existe 2 sortes de culture, la culture générale et la connaissance spécialisée. La culture G désigne l'ensemble des connaissances en tout genre et qui peuvent toucher à différents domaines de la vie de tous les jours sans spécialisation. À moins que tu aies pour objectif de devenir une star des jeux télévisés, ta culture générale te sera peu utile dans ta quête de richesse car une tête bien faite vaut bien plus qu'une tête bien pleine. Statistiquement, tu as plus de chances de faire fortune en devenant un as dans ton domaine plutôt qu'en étant un touche-à-tout. Là aussi, je sais que ça peut paraître contre-intuitif, car les personnes avec beaucoup de culture générale sont généralement assez admirées et assez valorisées, tandis que ceux qui ont des connaissances pointues dans leur secteur de prédilection sont perçus comme des geeks un peu étranges. Et en effet, avoir une grande culture et ne pas l'utiliser pour gagner de l'argent, c'est quand même dommage. C'est bien pour ça que la plupart des enseignants sont pauvres, tandis que des spécialistes dans leur domaine sont de plus en plus recherchés et facturent leurs services de plus en plus cher. Prenons l'exemple d'Henry Ford. Il ne t'aura pas échappé qu'il est devenu un homme riche grâce à ses connaissances en ingénierie. Le livre raconte une anecdote dans laquelle les avocats du journal contre qui Ford était en procès ont essayé de lui poser des questions pointues de culture générale pour lui poser une colle et le ridiculiser devant les juges. À cette provocation, il a répondu qu'il n'avait qu'à appuyer sur un bouton pour que l'un de ses salariés débarque et vienne y répondre à sa place. L'important, ça n'est donc pas le savoir brut, mais la façon dont il est utilisé. Ici, Ford a réussi à faire en sorte que des personnes spécialisées apprennent, réfléchissent et travaillent à sa place. C'est ce que l'auteur appelle le cerveau collectif. Et n'est-ce pas ça la vraie intelligence ? Einstein lui-même aurait dit « L'intelligence, ce n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver. » Le problème, c'est que de trop nombreuses personnes trouvent des excuses pour arrêter d'apprendre ou de se former après l'école. Les plus courantes étant « je suis trop vieux » ou « je n'ai pas le temps ». Or, se spécialiser grâce aux cours du soir et autres formations continues, c'est important pour rester à jour dans un monde en perpétuelle mouvance. On entend souvent dire que 85% des emplois de 2030 n'existent même pas encore, notamment du fait des évolutions technologiques.
Il est donc important d'apprendre continuellement pour se mettre à jour et ne pas devenir obsolète dans un monde qui bouge. En faire ainsi, ça t'aidera donc à saisir des opportunités nouvelles. Et si tu es salarié, ça t'aidera à booster ta carrière, car prendre sur ton temps de loisir pour te former, ça montrera à ton employeur que tu es ambitieux. Et ça te permettra d'évoluer plus vite et pourquoi pas un jour de te mettre à ton compte. Cinquième étape vers la richesse, l'imagination. Et oui, l'imagination est quelque chose de capital qui n'est pas seulement réservé aux enfants ou aux artistes. Rappelle-toi ce qu'on a vu dans le résumé du livre Père riche, Père pauvre. Les riches imaginent puis créent les opportunités pour générer de l'argent à partir de leurs idées. Et pour cause, il est impossible de remplir les étapes vers la richesse qui sont décrites dans ce livre sans un minimum de créativité. La richesse commence donc par une idée qu'il faut trouver des moyens de concrétiser. La solution est alors de travailler sur tes facultés imaginatives. Sans imagination, comment l'homme aurait-il pu élaborer des moyens de voyager dans l'espace, de créer des voitures électriques ou encore de créer Internet ? Mais alors, comment développer son imagination ? Tu peux la développer en lisant ou en regardant des œuvres de fiction et en t'intéressant à l'art de manière générale. Mais si comme moi ce genre d'activité passive t'ennuie rapidement, tu peux adopter certaines attitudes plus actives comme l'écriture ou tout simplement t'entraîner à chercher des solutions à chaque fois que tu rencontres un problème. Pour ce faire, il y a une question que j'utilise personnellement à chaque fois que je me retrouve confronté à une difficulté. Cette question, pourtant toute simple, c'est « Comment est-ce que je peux faire ?» Là où beaucoup auraient lâché un « c'est trop dur » ou « c'est impossible », il faut vraiment chercher à trouver une issue comme si nos vies en dépendaient, comme si nous n'avions pas d'autre choix que de trouver une solution. Je t'invite donc à faire de même car ça te force vraiment à développer ton imagination. Par exemple, si tu n'es pas satisfait de la photo que tu viens de prendre, demande-toi comment tu pourrais en prendre une meilleure. Si tu as l'impression de manquer de temps, demande-toi comment tu pourrais mieux organiser ta journée. Par exemple en notant exactement ce que tu fais dans une journée type, puis en enlevant les activités chronophages. Si tu as pris du poids, demande-toi comment tu pourrais retrouver une alimentation équilibrée et te dégager un peu plus de temps pour faire du sport. En cherchant des réponses par toi-même ou en cherchant auprès des autres, tu verras que ta créativité et ta capacité à résoudre des problèmes en sera décuplée. Ce n'est pas pour rien si l'imagination est depuis bien longtemps considérée comme l'un des secrets de la fortune, car non seulement elle permet de créer de la valeur, mais aussi parce qu'un esprit riche doit pouvoir réfléchir et matérialiser des solutions rapidement. Sixième étape vers la richesse, l'élaboration des plans. Après avoir développé une idée grâce à ton imagination, il te faut organiser sa construction. Donc de l'idée théorique à l'état brut, on passe à quelque chose de plus concret qui repose sur un plan d'action avec des étapes. Élaborer un plan est un indispensable sur lequel il te faudra prendre ton temps car c'est lui qui va déterminer ta réussite future. Comme à l'ordinaire, je te conseille de le coucher sur papier. Ainsi, tu en feras ta Bible et tu auras moins tendance à te trouver des excuses. Le secret est de découper ce plan d'action en plusieurs petites étapes qui te mèneront à ton objectif final. Comme ça, tu pourras ciseler ton travail et suivre de plus près ton évolution. Mais assure-toi quand même de garder en flexibilité. Si le premier plan que tu imagines échoue, tu dois être à même de repérer ton erreur et d'en créer un second plus efficace. Et c'est pareil si ton plan ne se déroule pas exactement comme prévu. Tu dois pouvoir ajouter autant d'étapes intermédiaires que nécessaire. Pour réaliser ton plan plus vite et plus efficacement, l'auteur conseille de recourir à ce qu'il appelle le cerveau collectif, qui est un groupe de personnes aux compétences spécialisées à qui tu vas pouvoir déléguer des tâches. Concrètement, il pourra s'agir de tes artisans si tu veux t'enrichir avec l'immobilier, ou encore de tes associés, collaborateurs ou salariés si tu veux t'enrichir avec l'entrepreneuriat. Le tout est de les réunir suffisamment souvent pour organiser tes plans et répartir la charge de travail. Ce cerveau collectif est très important car à moins d'être un généraliste, ce que l'auteur déconseille, tu ne vas pas pouvoir tout faire et tout gérer dans ton projet car tu seras limité en termes de compétences et de temps. En plus, tu vas pouvoir déléguer les tâches qui ne te plaisent pas et te concentrer sur ce que tu préfères, le tout en profitant de la synergie de ton cerveau collectif. Si tu regardes les personnes les plus influentes de ce monde, tu constateras qu'aucune n'a réussi toute seule. Il n'y a vraiment personne qui puisse prétendre ça. Même les self-made men ont eu des mentors et des personnes qui leur ont offert des opportunités ou qui ont travaillé pour eux. En revanche, il te faudra une vraie mentalité de dirigeant pour manager ton cerveau collectif, ce qui implique de faire preuve de beaucoup de courage, de confiance en toi et de résilience. Il te faudra aussi être prêt à assumer la responsabilité de ce que d'autres personnes vont faire. Septième étape, la décision.
L'auteur parle d'une étude qui dit que sur 25 000 cas d'échec, le manque de décision en était presque toujours la cause principale. Et en effet, ceux qui ont réussi dans la vie ont cette faculté de prendre des décisions rapides et surtout définitives. C'est-à-dire qu'elles ne reviennent pas dessus à moins que les paramètres qui ont mené à leur décision aient changé. En raisonnant comme ça, ils s'assurent de ne pas changer d'avis pour des raisons émotionnelles. C'est aussi pour ça que l'avis des autres leur importe peu. Ils ont compris que l'opinion est une denrée bon marché car au final, tout le monde en a une. Ceux qui ont du succès ont donc appris à s'affranchir de l'avis d'autrui car il est impossible de décider de quelque chose qui fasse plaisir à tout le monde. Si dans le processus de réflexion, tout conseil ou aide extérieure est la bienvenue, par exemple, personne ne décide à leur place et encore moins ne les font changer d'avis. S'il ne faut pas se précipiter dans ses décisions et faire n'importe quoi, l'indécision est un ennemi puissant qu'on retrouve chez ceux qui ne se sentent pas capables de s'affirmer. Pourtant, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de prendre une décision et d'être surpris tant par ta capacité à décider rapidement que par le résultat satisfaisant qui en a découlé. N'oublie jamais que de nombreuses personnes ont péri pour avoir le droit d'exprimer leur opinion et de décider de leurs croyances ou de leur vie. Sans tomber dans l'extrême de Socrate qui a préféré s'empoisonner et donc mourir plutôt que de renier ses idées, dis-toi simplement qu'il vaut parfois mieux être trop obstiné que trop hésitant. N'oublie pas non plus que ce sont les décisions qui font l'histoire et surtout qui font les grands hommes, car c'est là une preuve de force et de confiance. Le tout est de ne pas se laisser bloquer par le qu'en dira-t-on. Une décision ne fera jamais l'unanimité, alors apprends à te détacher de l'avis d'autrui, qu'il soit positif ou négatif. 8e étape vers la richesse, la persévérance. Cette étape est à mon sens la plus importante parce que si tu appliques tous les principes qu'on a vus avant, mais que tu lâches l'affaire avant d'atteindre la réussite, alors tu auras juste perdu du temps. Persévérer est ce qui fera de toi un gagnant car ça implique de continuer dans tes projets même quand ils ne donnent pas de résultats immédiats et que ça devient difficile moralement. La persévérance est très liée à la foi en ce sens qu'il te faudra redoubler de courage lorsque tout te poussera à arrêter. Encore une fois, que serait le monde si Bill Gates ou Elon Musk avaient lâché l'affaire dès l'apparition des premières difficultés ? Selon l'auteur, la persévérance implique une volonté suffisante parce que seul un désir ardent nous poussera à poursuivre un projet. C'est pour ça qu'il est important de faire ce qui nous plaît et de ne pas se lancer dans la bourse ou l'entrepreneuriat par exemple, juste parce que c'est à la mode. Il faut trouver quelque chose qui ait vraiment du sens pour toi parce qu'au final, c'est ta passion qui te fera persévérer. Si tu fais quelque chose qui t'ennuie juste parce que ça fait gagner de l'argent, tu ne deviendras jamais riche, car la volonté d'argent ne se suffit pas à elle-même. Et en plus, tu ne pourras pas tenir sur la durée. Ce qu'il faut retenir de cette 8e étape vers la richesse, c'est qu'un esprit décidé peut tout accomplir. Si ton pourquoi est suffisamment fort, alors tu seras inarrêtable. La défaite fera indéniablement partie de ton voyage vers le succès. Peut-être aussi que tu essuieras les moqueries des autres, mais si tu te relèves, que tu persévères et que tu apprends de tes erreurs, je ne me fais aucun souci quant à ta réussite. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, mais pour autant, nous n'avons pas fait non plus tout le tour de ce livre. Dans son ultime chapitre, l'auteur offre une description de ce qu'il appelle les 6 fantômes de la peur, qui sont en fait les 6 grandes peurs qui nous empêchent d'avancer dans notre quête de fortune. Comme la peur de la critique, de la pauvreté ou encore de la mort. En parler en détail dans cette vidéo aurait donné quelque chose de beaucoup trop long et de trop dense. C'est pour ça que pour toi, j'en ai préparé une nouvelle qui traite uniquement de ce sujet et pour laquelle tu trouveras un lien quelque part sur l'écran. C'est en quelque sorte la partie 2 de cette vidéo. En attendant de te retrouver pour cette seconde partie, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager. C'était ebook, je te dis à tout de suite pour la partie 2, ciao ciao.